Bonjour à toutes et à tous. On va commencer parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard. Je suis ravie d'être ici, je suis Lorraine Petit. Je vais me charger de la modération de cet échange et celui d'après. C'est un plaisir d'être à nouveau ici cette année pour être chef et d'être ici en présence de mes amis invités que je vais vous présenter. Mais avant ça, je voulais vous dire que je pense qu'on aime tous les belles histoires. Et en tout cas, en ce moment, plus que n'importe quand, on a besoin d'espérer, on a besoin de rêver, on a besoin de s'inspirer. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce en plus on va être mangé et jusqu'à quel âge on va devoir travailler. Autant ne pas perdre sa vie à la gagner et essayer de faire de sa passion son métier. C'est ce dont il est question cet après-midi, particulièrement maintenant avec les histoires de vie de nos 3 invités, tous nés ailleurs et bien implantés aujourd'hui dans le paysage gastronomique brésilien. Brésilien, pas du tout. J'ai dit brésilien, c'est pas complètement innocent parce qu'on a 2 personnes qui sont brésiliennes ici, Aliki et Alessandra que je vais présenter. Et donc, elles sont bien implantées dans le paysage parisien, évidemment. Je vais vous présenter Aliki Ribas, déjà, qui est brésilienne, née à São Paulo, et qui est chef et associé de Stiground, ici à Ground Control, que donc, vous pouvez goûter ici, des burgers ch'ti. On verra comment on passe de São Paulo à des burgers ch'ti à Paris 12. On a aussi Alessandra Montagne Gomez, ici présente, chef de 3 restaurants à Paris, Nosso, Dana et Tempero. Nosso et Tempero dans le 13e et Dana dans le 8e. Née à Vidigal, Rio de Janeiro, et qui a grandi dans une ferme dans le Minas Gerais, à l'intérieur des terres du Brésil, et qui est arrivée en France à l'âge de 22 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Et Arnaud Riquebuche, responsable, cofondateur de Tartelette, qui est un super endroit où vous pouvez aller déguster des tartelettes sous tous leurs états, sucrées, salées, à la pistache, à la noisette, et qui n'était pas du tout du milieu avant. On verra comment on passe de mythique à monter une entreprise de tartelettes. Merci à tous les 3 d'être avec nous. L'un de vos points communs, c'est justement d'être des reconvertis. Tous les 3, vous ne faisiez pas ça à la base. Vous n'étiez pas formés à la cuisine comme certains, à 15 ans, à 14 ans, en sortie de collège. Vous l'avez fait bien plus tard. Je voulais savoir comment on passe de data scientist, dans ton cas Arnaud, de communicante dans ton cas Aliki, assistant de direction dans ton cas Alessandra. Comment on passe de ça à entrepreneur dans le milieu de la restauration? On va parler en portugais, vous débrouillez-vous. Voilà, Aliki m'a dit on va faire tout ça en portugais, puis vous verrez ce que vous comprenez. En fait, je suis née à l'intérieur et j'étais dans moi l'envie de partir à la capitale. Donc j'ai choisi un métier qu'on ne pouvait pas faire à la campagne, c'était la communication. Donc c'était jamais vraiment une passion de la télé ou le radio, mais c'était vraiment une excuse d'aller à une grande ville. Et là, je suis allée à São Paulo, j'avais 17 ans. Et j'avais jamais cuisiné dans ma vie. Rien du tout. C'était pas une histoire de ma mamie qui m'a montré la passion de faire la cuisine. C'était vraiment pas le cas. J'ai mangé des nuggets, des repas congelés. C'était horrible. Et je travaillais dans les radios, à la télé, publicité, tout ça. Dans l'autre côté de la caméra, pas là. Et j'ai commencé à travailler dans une émission où on montrait comment cuisiner, faire vraiment les recettes, le public déjà plus âgé. Donc c'était vraiment très simple, très facile à comprendre. Et un jour, j'arrive à la maison et je me suis dit, je vais essayer le plat qu'on a fait à la télé, je vais essayer de faire chez moi. C'était un risotto, c'était horrible. C'était vraiment... Je ne savais pas comment couper les oignons et tout, mais bon, c'était déjà beaucoup mieux que les nuggets, ça c'était sûr. Et je commençais à faire cet exercice de refaire les recettes chez moi à chaque fois.
Jusqu'à un moment où ça est devenu vraiment un plaisir de faire la cuisine. J'ai invité des amis, et ça c'était long, hein, c'était pas 2 mois, mais pendant des années. Et pendant ces temps, j'avais un ami qui était enceinte, qui n'avait pas du tout le temps de cuisiner pour elle, de bien manger et tout. Et je commençais à faire des petits repas congelés pour qu'elle pouvait manger. Et après, je sais pas, 4-5 mois, elle m'a dit, écoute, tu fais ça très bien. Je pense qu'il faut que tu essayes de vraiment changer la vie peut-être, parce qu'on voit que tu es plus joyeuse dans la cuisine que dans la communication. Je ne savais pas trop comment faire, j'avais pas trop d'argent, donc je continuais à faire la communication. Et le soir, j'arrivais à la maison, j'ai préparé les plats, j'ai fait un site, j'ai fait les livraisons, des repas moi-même. C'était vraiment un truc. J'étais hyper fatiguée, je ne dormais pas. Mais bon, j'étais hyper contente de faire la cuisine, même sans la structure d'une vraie cuisine. Tu m'as dit que c'est là que tu as commencé à sentir que tu prenais plus de plaisir à cuisiner qu'à faire de la communication. Exactement, je me sentais vraiment plus à l'aise. Je faisais avec plaisir et j'étais envie de découvrir. C'était ça, c'était vraiment... Ça me donnait envie de faire plus, de faire des recettes différentes. Et j'avais pas le moyen de faire un cours de cuisine ou un truc comme ça. Donc après 1 an de repas congelés, je suis allée dans un restaurant où j'aimais bien la cuisine et je connaissais la chef. Et je lui ai demandé un poste. Elle m'a dit oui, mais tu vas commencer vraiment... tu fais la plonge, tu vas aider comme ci, comme ça. Et je dis ok, pas de souci. Et ça fait 7 ans, ces jours-là où j'ai vraiment décidé d'arrêter la communication et faire la cuisine. On reviendra après sur la bascule entre ce moment-là où tu as commencé dans un restaurant à São Paulo et le moment où tu es arrivé en France. Encore un chemin. Encore un autre chemin, encore une autre histoire à raconter. Arnaud, toi, c'est pareil, c'était aussi une histoire de combiner cette passion qui naissait à peine avec ton travail. Et au fur et à mesure, ça a commencé cette passion à prendre plus de place jusqu'à devenir ton métier. Comment ça s'est opéré, cette bascule-là ? C'est une bascule qui s'est faite un peu par hasard, effectivement. Initialement, effectivement, quand j'étais chez Mythique, un peu plus près, désolé. Quand j'étais chez Mythique, on était une équipe assez gourmande, donc on a commencé à faire des petits déj maison. J'ai commencé à trouver une recette sur Internet, un cheesecake. Et j'ai vu en fait l'impact que ça avait eu auprès de mes collègues, etc. Et j'ai commencé un peu comme toi à refaire des recettes, à pratiquer, à m'intéresser. Et rapidement, je me suis inscrit au CAP en candidat libre. Et la bascule s'est faite au fur et à mesure. Derrière, j'ai commencé à me projeter, mais c'est un projet qui était pour moi bien plus lointain. Et au fur et à mesure, j'ai continué à pratiquer. Je prenais de plus en plus de plaisir. Et à un moment donné, le choix s'est fait au final assez naturellement. Le choix s'est porté sur les tartelettes en particulier. Pourquoi ? Exactement. Les tartelettes, en fait, je considère que c'est un support assez libre. On y apporte un peu ce que l'on veut. Ça peut être aussi bien des tartelettes assez rustiques, des tartes aux fruits avec une crème d'amande et autres, ou des tartes bien plus élaborées. On va utiliser des préparations d'entremets, des mousses et des beaux pochages. Enfin, c'est assez libre et ça donne juste une base sur laquelle on peut après exprimer sa créativité. Tu m'as dit aussi que ton dernier patron en tant que salarié, avant de te lancer à ton compte, a tellement cru en ton projet qu'il a investi aussi en partie dedans. Ça, oui. C'est une transition plutôt réussie. Oui. Alors après, effectivement, post-Mythique, je suis allé chez Nexity, où j'ai passé 2 ans. En y intégrant l'entreprise, je savais déjà que ça serait ma dernière entreprise avant de switcher. Et à partir de là, donc j'ai rencontré Service Compris qui m'a accompagné dans cette reconversion. J'ai accéléré tout ça. Le départ était un peu compliqué, demander une rupture conventionnelle, etc. Donc j'ai pu voir le PDG directement de Nexity qui a cru en projet, qui a validé tout ça et effectivement qui est passé investisseur dans l'entreprise. Alessandra, de ton côté, je crois que la cuisine a toujours fait partie de ton paysage, mais pas forcément de manière professionnelle, en tout cas pas au début. Comment tu as fait en sorte d'en faire ton métier à partir du moment où tu étais arrivée en France ?
Oui, donc pour moi, ça a toujours été naturel de cuisiner. Je cuisine depuis que je suis toute petite. J'ai grandi dans une famille avec mes grands-parents, avec 9 enfants. Moi, j'étais la 10e. Donc forcément, on participait aux tâches ménagères et à cuisiner parce qu'on était 12 à manger tous les jours, petit déjeuner, midi, soir, goûter, enfin. Et en arrivant en France à 22 ans, je savais tout faire, contrairement à mes copines de 22 ans que j'ai rencontrées en France, qui sortaient à peine de leurs parents et ils savaient faire des coquillettes, quoi. Donc quand je faisais des soupes repas, ils étaient là, mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Alors que c'était juste genre une feijoada ou, je sais pas, une moqueca. Une feijoada qui est le plat national brésilien à base d'haricots noirs et plusieurs types de viande de porc différents, des saucisses ou des plats à base de poisson ou des desserts. Je savais cuisiner, j'ai cuisiné. Déjà, c'était bon en fait. Et là, je voyais dans le comme pour toi, je regardais le regard des autres qui étaient hyper étonnés et avaient cette reconnaissance et ce bonheur de manger. Ils étaient tellement heureux en fait que je leur donne ça, que je leur partage ça. Et pour moi, c'était tellement naturel. Je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient avec des grands yeux comme ça. Et de petit à petit, tout le monde me disait « Non, mais tu cuisines vachement bien quand même. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu devrais monter un restaurant. » Et je disais, mais n'importe quoi, on est à Paris, t'as vu la Brésilienne là qui monte un restaurant chez les Français là, ils vont me jeter, jamais de la vie. Et de petit à petit, l'idée a fait son chemin, quand même quelques années plus tard. Et je me suis inscrite en CAP cuisine au lycée Médéric dans le 17e. Et j'ai fait mon CAP cuisine et ça s'est hyper bien passé, c'était une révélation en fait. Je savais que c'était ça et c'était plus rien d'autre et que ce serait pour toujours ça et point barre. Et j'ai passé une année de rêve à l'école Médéric. On était 11 en classe, donc 17 ans plus tard, même 5 ans plus tard, j'étais toujours la seule. Tout le monde est arrêté depuis. J'ai plus un seul de mes collègues de l'époque qui ont resté dans le métier. Et c'est aussi pour ça que pour eux aussi, en fait, j'ai appris beaucoup avec eux pendant ce temps-là. Je m'appelle, je sais pas, de Claire, de Sarah Lisa, de toutes ces filles qui étaient là et qui rêvaient de faire ce métier, mais la vie d'une femme n'est pas une vie linéaire. Donc, il s'est arrivé des choses, une maternité, un déménagement, et ils n'ont pas pu suivre avec le métier. Et je tiens le coup aussi pour elles. Et j'adore ce métier, je le fais avec amour, et puis j'aime... Tu le sais, Lorraine. Je le sais, mais je veux le partager aussi. Tu m'avais dit aussi une fois qu'un moment qui a été une bascule pour toi, c'est que quand tu as commencé à avoir plus de livres de cuisine dans ta bibliothèque que de livres d'autres sujets, et tu t'es dit, bon, ça commence à être critique, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas normal. Et en parlant de livres, tu viens de sortir ton livre aux éditions Flammarion, le 8 mars. Il y aura d'ailleurs une séance de dédicace juste après, juste à côté, donc n'hésitez pas à rester. Ce que je veux dire par là, c'est aussi que c'était une manière pour toi d'ouvrir ton carnet de recettes, mais pas que, d'ouvrir aussi sur un morceau de ta vie et de ton histoire, et de te livrer, de t'ouvrir comme jamais tu l'avais fait jusqu'à présent. Est-ce que pour toi, t'as attendu de faire ce livre, enfin, comment il est venu et pourquoi avoir attendu autant pour partager ton histoire? En fait, je ne me sentais pas légitime. J'ai mis beaucoup de temps déjà à accepter qu'on m'appelle chef. Ça fait à peine peut-être 2 ans que je me retourne quand on m'appelle chef. D'ailleurs, c'est même gênant parce que parfois je suis dans des restos des copains à moi et on appelle chef, mais c'est pas moi. Et puis on est tous les deux à répondre oui. C'est vraiment la honte. Donc je me sentais pas du tout légitime à faire un livre. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu déjeuner au restaurant, une fille qui venait de sortir un livre à propos des épices avec l'éditrice Flammarion qui s'appelle Clélia, qui est là aujourd'hui. Je ne la remercierai jamais assez parce que c'est parti de ce jour-là. Et ce jour-là, elle m'a donné sa carte et elle m'a dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai suivi un peu ton histoire, on serait très heureux de collaborer, de faire quelque chose avec toi. Et donc l'idée était là, c'était le bon moment, encore une fois, comme pour tout. Elle est arrivée au bon moment où j'ai commencé à être prête. Il m'a fallu peut-être 2 ou 3 mois pour trouver l'équipe qu'il fallait. Et cette équipe, voilà, on était 3.
Et on a fait un livre d'amour, un livre de cœur, un livre vrai. Toutes les recettes sont vraies, toutes les recettes sont regardées. Tout a été... Il n'y a pas de fausses recettes avec des ingrédients qui manquent pour que les gens ne réussissent pas. Donc ça, je tiens aussi à le préciser. C'est très important. Et on a fait un livre vraiment sincère, en fait, où j'ai raconté des choses que je n'avais jamais dit avant. T'arrêtes de pleurer parce que tu me fais pleurer. Bérangère, s'il te plaît. Et c'était très difficile, mais c'est fait, c'est posé, c'est là. Et le jour de la sortie, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit, mon Dieu, maintenant c'est là, quoi, c'est fait, les gens vont le lire, les gens vont le regarder, les gens vont savoir. Et qu'est-ce qui va se passer après, en fait. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira parce qu'il a été fait vraiment avec beaucoup de cœur. Avec les photographies de Maki Manoukian, qui sont superbes, vous verrez. Et le texte de Lorraine Petit. C'est un détail. Aliki, je voulais... toi aussi, tu as un parcours de migration entre le Brésil et la France. Comment ça s'est opéré? Pourquoi avoir choisi la France? Et tu m'as aussi confié quelques expériences qui se sont arrivées dans la cuisine, aussi bien au Brésil et en France, qui étaient assez... difficile ou négative? Est-ce que c'est aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu en as envie de nous dire ce qui s'est passé et comment tu t'es accroché malgré tout, malgré ces expériences au métier? Bon, j'avais déjà, c'est pas une histoire, mais un amour pour Paris, pour la France. J'y venais à chaque fois que je pouvais. Donc je connaissais déjà, je parlais un tout petit peu le français. Pas trop, mais un peu. Et bon, c'est pour ça qu'on a choisi la France. Mais avant ça, j'ai participé à un programme de stage dans un restaurant étoilé au Brésil, où on travaillait 4 mois sans être payé. Rien du tout, zéro, même pas de transport. Vraiment pour le prestige d'être là-bas. Après ces 4 mois, j'étais embauchée dans le groupe, mais pas dans le resto étoilé, mais dans le groupe. Et je ne sais pas comment dire ça d'une autre manière, mais les employés et des chiens, c'était exactement la même chose. On était tellement maltraités, les gens, ils prenaient pas le temps de savoir comment tu t'appelais. C'était vraiment une machine, c'était ça, c'était une machine. On travaillait Noël, peu importe, tous les jours, on ne s'arrêtait pas. Le restaurant ne fermait jamais. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Et j'étais là pendant 1 mois et demi parce que ma femme a gagné une bourse d'études pour venir en France, faire son master pendant 6 mois. Et j'arrivais à la maison tous les jours, je pleurais et je me suis dit, pourquoi je suis là? Je vais à Paris aussi. Elle m'invitait, bien sûr. Mais j'avais besoin d'un travail quand même, donc c'était un défi. Et il y avait des restos où je suivais sur l'Instagram, Facebook et tout. Et il y avait un restaurant ici, aussi étoilé, qui a publié une place pour une annonce de charger quelqu'un. Donc j'envoie un mail. Et le responsable me dit, OK, si tu arrives en France en 2 semaines, tu fais un test. Je ne te promets pas que tu seras là, mais tu peux faire un test. Et on voit après ça, qu'est-ce que ça va arriver. Donc, en 2 semaines, j'arrête tout au Brésil, j'arrive en France, et il ne me répond plus jamais. Pas de mail, pas de téléphone. Je vais au restaurant, il me dit non, j'ai plus... cet espace, donc je suis désolée, ciao, bisous. Et voilà, et j'avais pas un réseau, je connaissais personne, donc je prends genre 50 CV et je pars dans la rue en train de chercher du boulot. La majorité des restaurants réservaient même pas le papier, c'était genre non, on n'a pas besoin, tu parles pas français, et voilà. Donc je passe devant un restaurant brésilien qui faisait des tapiocas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une espèce de galette, comme ça. Et j'ai dit, OK,
c'était pas l'objectif de faire la cuisine brésilienne ici, mais s'il faut le faire, on va le faire. Et je rentre, le propriétaire est un Français qui est allé au Brésil, a aimé le Brésil, a trouvé que la tapioca c'était le nouvel concept en France. Et il me pose juste une question. Est-ce que toi, tu fais la cuisine déjà ou tu es juste une Brésilienne qui a besoin d'un travail parce que tu es là? Je dis non, non, je suis cuisinière, tu peux voir mon CV, il est là. Il dit non, ok, ça va, tu commences la semaine prochaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment travailler en France. Sauf que pour raison de bail, de contrat, je ne sais pas pourquoi, le restaurant a fermé après 9 mois. Et il était invité à venir ici, au Grand Contrôle. Et il m'appelle, il me dit, je suis hyper envie d'y aller, mais je ne vais pas faire toute seule parce que c'est trop, c'est énorme, c'est beaucoup de gens. Et j'y vais si toi, tu viens avec moi et on devient associés. Et c'était comme ça que je suis là. Donc tu es devenue associée. Voilà. Super. Et donc c'est pour ça. Et donc comment vous avez choisi ensuite de faire de la cuisine ch'ti avec une chef brésilienne? Déjà, je ne savais pas qu'est-ce que c'était ch'ti. Première étape. Je suis allée chercher. Google ch'ti. Parce qu'en fait, Louis et sa famille, ils viennent, ils sont 20 Petergam. Apparemment, ça veut dire quelque chose. Bon, voilà. Et c'était vraiment un hommage à sa mère. Et voilà. Et on fait des frites. Alors, le rapport est là déjà. Et en fait, c'était vraiment une opportunité de s'y poser ici, mais de voir qu'est-ce qu'il manquait. On a pensé à faire les tapioca, mais à l'extérieur, on n'a pas un point de l'eau. Ça, c'est une question importante. Et la tapioca, on a vraiment besoin de beaucoup de l'eau et c'était ingérable. Donc, on a vraiment fait une recherche de qu'est-ce qu'il y avait ici, qu'est-ce qui manquait pas. Et là, on est allé étudier les frites, les burgers, parce qu'on ne savait pas vraiment le faire. Et c'était une opportunité de business qui après est devenue vraiment une passion, on aime le faire. Et pour toi, comme pour tous les trois, finalement, c'est là où tu es devenue aussi, tu es passée de cuisinière à chef d'entreprise et où tu as dû gérer du personnel, gérer les finances aussi de l'entreprise. Et l'un comme et toi, et je vous pose aussi la question à tous les trois, comment ça se passe ce moment où vous commencez à devoir vraiment passer de cette passion-là à en fait, je suis pas juste là en train de créer des choses et j'ai vraiment un business model à respecter, des financeurs, des gens qui sont derrière et des lignes de budget. Et des personnes aussi, de l'humain à devoir gérer. Comment ça se passe? En fait, un peu comme Alexandra au début, déjà j'avais un associé français, alors c'était beaucoup plus simple. Mais pendant, je ne sais pas, 2 ans, la moitié du temps qu'on est là, j'ai laissé les choses plus compliquées à lui parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Vraiment. Surtout, déjà la langue, c'est compliqué, je ne connaissais pas. Je ne savais pas et j'ai vraiment sentais pas que j'avais le droit d'être là. Parce que déjà, il m'invitait, donc je sentais que je devrais quelque chose. C'était une question vraiment pas très simple à gérer. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et après Covid, je pense que ça a aussi changé un peu la vie de tout le monde. Je me suis dit, ok, si je veux vraiment faire ça, il faut que j'essaye d'être plus présent, de faire vraiment partie de tout pour comprendre, parce que je ne sais pas si ça va durer toute ma vie ou pas, mais si je suis là, il faut vraiment que je fasse l'effort de bien le faire. Et là, j'ai commencé à déjà lui demander beaucoup de choses, il m'aide beaucoup et ça est devenu vraiment plus simple après le faire. Et Arnaud, pour toi, comment ça s'est passé cette nouvelle casquette d'entrepreneur?
Alors j'ai eu la chance d'être accompagné dans un premier temps, effectivement, où on m'a donné déjà les bonnes bases avec Service Compris. Service compris, c'est ça, la formation que tu as faite Exactement, qui a duré 4 mois. J'ai eu un mentorat par des restaurateurs, par d'autres professionnels. Et l'avantage, je dirais, que j'avais par rapport peut-être à d'autres, c'est que j'avais déjà une bonne facilité avec les chiffres, de par ma formation, de par plein de choses, de tout ce qui est suivi et autres. Effectivement, je pense que ça a pas mal aidé. J'ai pu aussi sortir pas mal de la production en mettant en place pas mal de process. Que ce soit des fichiers dispo sur des tablettes, tout ce qui est fiches techniques et autres. L'équipe est assez indépendante et autonome dessus. Donc ça me permet de suivre l'aspect financier et j'ai aussi mon associé qui est juste ici, qui m'aide énormément sur toute la partie marketing notamment pour se faire connaître et autres. Ok, donc une complémentarité aussi dans les profils. Exactement. Ça t'a aidé. Et toi, Alessandra? Alors moi, ça fait déjà 12-13 ans que j'ai monté la première entreprise. J'ai commencé avec Tempero en 2012 et 11 ans du coup. Voilà. Et c'était compliqué au départ parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Notamment gérer l'humain en fait. Comment est-ce qu'on fait quand on est en plein stress, mais avec beaucoup de stress, et que ton second va faire un filet de bœuf bien cuit au lieu de bleu, quoi. Est-ce qu'on crie si on crie, Louis, on va bousiller le service parce qu'elle ne va pas être bien, et on cuisine quand même. Il faut être heureux, il faut être bien pour pouvoir renvoyer quelque chose de joli et de beau. Et donc voilà, gérer l'humain, gérer les finances, la compta, les fiches de paye, la liste est très longue. Donc avec Tempero, c'était compliqué, mais j'arrivais encore parce que c'était petit. À l'ouverture de Nosso et du nouveau Tempero, heureusement que je suis accompagnée par mon mari qui est ici, qui a une grande facilité avec les chiffres aussi. Et il faut quelqu'un qui gère quand même les chiffres. Hein, non, mais il faut quelqu'un. La morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que mon mari gère les chiffres, règle les factures, appelle les fournisseurs. Il me décharge de tout ça pour que je puisse créer, être ici aujourd'hui. Parce qu'avant, j'ai passé mon samedi à regarder des factures, faire des paiements, faire des relances. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Et aujourd'hui, j'ai de la chance, l'immense chance de compter sur une personne. Et en plus, il m'aime. Enfin, laisse tomber, quoi. J'ai trop de chance. Michel, t'as bien fait de venir. Et sur cette gestion après de l'humain, toi, tu as une trentaine presque de personnes maintenant à gérer. Tu l'improvises pas, en fait. Tu peux, mais en même temps, on l'apprend pas effectivement à l'école. Je voulais revenir sur la question de la formation. En particulier, la formation en France, qui est perçue encore aujourd'hui à l'étranger et par les étrangers comme étant, en termes de cuisine et de pâtisserie, comme le NEC plus ultra. Est-ce que ça change? Est-ce qu'on est en train de perdre... est-ce que c'est à raison? Toi qui as fait une formation ici, oui. Toi tu as fait ton CAP aussi. Voilà, comment on perçoit la formation ici? Moi j'ai fait CAP cuisine et CAP pâtisserie. Il y a des petites choses à changer. Voilà. On travaille encore sur le Mansa Morel depuis... je ne sais pas combien d'années, 70 ans. Je pense que maintenant, ce serait bien qu'on mette en place des nouveaux manuels, qu'on réduise le sucre. Aujourd'hui, à l'école, encore, on apprend aux gamins à faire une crème anglaise avec 200 grammes de sucre pour 1 litre de crème. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter, quoi. Et puis toutes ces petites choses-là, et puis le beurre, on met beaucoup trop de beurre, on fait beaucoup trop de sauce. On fait tourner des champignons, 80% de champignons va à la poubelle. On fait tourner des pommes de terre, c'est pareil. On est dans un monde où on ne peut plus apprendre ça aux futurs cuisiniers. Il y a une responsabilité écologique que l'école ne suit pas. J'ai l'impression qu'on est très en retard au niveau de l'éducation nationale. C'est vraiment un petit peu archaïque, ils ont du mal à changer, voilà. Après, je ne sais pas si peut-être c'est très difficile, mais là, vraiment, s'il y a des profs d'école ici, s'il vous plaît, il faut arrêter de tourner des pommes de terre, hein, les gars. Pommes de terre, des champignons, des carottes. Il faut aussi faire des vrais jus de volaille et pas nous donner des poudres. D'accord, merci. C'est un appel à inventer un nouveau manuel de référence ou alors des nouvelles formations. Ça existe d'ailleurs, de formations comme La Source qui émergent.
Et il y a aussi des formations, enfin, je pense notamment au cordon bleu, qui sont assez peu connues en France alors qu'elles sont hyper renommées à l'étranger. Il y a énormément de Brésiliens, d'Asiatiques qui font ces formations-là, qui sont assez chères, et, enfin qui sont même très Hors chères. de prix, ouais, on peut le dire. Et beaucoup au Brésil, quand on y était allé récemment, énormément des chefs qu'on a rencontrés sont très très fiers de dire qu'ils sont passés par l'école Cordon Bleu. Mais c'est une certaine élite qui peut faire ça. Après, au Brésil, je ne sais pas, Aliki, si tu seras d'accord avec moi, mais la cuisine, c'est un métier d'élite, les gens qui vont à l'école hôtelière. Absolument. Voilà. En fait, en France, c'est les gars un peu qui ont raté le bac, qui passent en CAP cuisine. Là-bas, c'est genre l'élite brésilienne. Et surtout, je pense que c'est pas un problème, mais c'est un problème. Si tu as l'argent pour venir en France ou même pour faire une école de cuisine au Brésil, c'est-à-dire que tu as de l'argent pour avoir son propre restaurant. Et une fois que tu arrives là et tu vas gérer tout ça, tu n'es pas vraiment encore un cuisinier. Oui, c'est ça. Donc, C'est ça. pour gérer tout ça, on voit beaucoup de restaurants qui commencent comme ça, avec beaucoup d'investissement et tout, et après, 6 Ils mois, sautent des ils sont morts cases parce qui que sont essentielles. En fait. ils n'ont pas vraiment d'expérience. Ils ont que le titre Cordon Bleu ou Ferrandi, je sais pas, quelque chose comme ça. Arnaud, toi, tu es né en Corée. Oui. Tu es arrivé très très jeune en France. Quel est ton lien aujourd'hui avec la Corée? Est-ce que tu en as un via la cuisine, la pâtisserie? Est-ce que tu veux nous raconter? Alors, plus par rapport à la cuisine, puisque c'est une cuisine que je continue à consommer assez régulièrement, que ma future femme fait régulièrement aussi à la maison. Concernant la pâtisserie, je dirais que c'est plutôt l'inverse, puisque je le vois, il y a pas mal dans des écoles comme Ferrandi ou Cordon Bleu, beaucoup de Coréens qui font la formation en France, qui apprennent les bases, etc., et qui derrière retournent en Corée et ouvrent leur propre salon de thé, puisque en Corée, il y a beaucoup de coffee shop et pâtisseries. C'est un pays qui est très porté sur l'art d'une manière générale, que ce soit culinaire, le design ou la musique ou le cinéma. Et ils sont très friands de cela. Ils sont très dans l'esthétique. Et du coup, derrière, je suis déjà retourné 2 fois en Corée. Et sur les 2 fois, j'ai vu comment ça ouvre, le type de pâtisseries qui sont proposées, qui sont plus adaptées au marché coréen, mais qui ne sont pas si éloignées de ce que l'on peut trouver en France. Donc super intéressant. Je vais bientôt vous donner la parole. Si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le faire. On va faire circuler un micro. Mais avant ça, je voulais savoir si vous aviez des rêves, des envies pour demain. J'en ai trop. Tu peux en choisir un ou 2. Moins de gaspillage alimentaire dans les écoles hôtelières, ce serait top. Voilà. Donc moins de gaspillage dans les écoles hôtelières, ma foi. Moi, je dirais que ça serait surtout un gros changement de mentalité d'une manière générale, que ce soit la restauration, pâtisserie, sur tout ce qui est management de l'humain. Nous, on met beaucoup en avant l'humain dans notre pâtisserie. On met que la personne soit apprentie, stagiaire ou autre. Là, actuellement, sur ce week-end, c'est une stagiaire qui propose sa création. On avait fait un concours interne pour voir qui pourrait proposer quelque chose à la carte. Vous êtes combien chez Tartelette? On est une dizaine. Et l'idée vraiment, c'est que chacun puisse s'exprimer, sa créativité et puisse exprimer, je ne sais pas, s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas ou autre. Je pense que c'est comme ça que la profession grandira surtout. En impliquant les gens et en faisant en sorte de déjà connaître leur nom, hein, contrairement à ce que tu racontais, Aliki, à São Paulo. Et toi, est-ce que tu as un rêve, une envie, un projet à nous partager? Beaucoup. Non, mais personnellement, je pense que j'ai beaucoup de rêves que je ne sais pas comment mettre en place vraiment. C'est ça le défi d'être en France. Je pense qu'au Brésil, dans ma langue et tout ça, c'est une autre histoire. Mais des choses à développer sur moi. Mais je pense que, franchement, je ne veux pas que les gens soient traités comme moi j'étais traitée au Brésil. Donc si j'ai un rêve, c'est que ces métiers puissent être agréables
Quand je commençais dans ma cuisine et que c'était vraiment une joie, et même si c'est un métier dur et compliqué et difficile et tout, mais qu'on puisse, je sais pas, être plus heureux dans la cuisine, vraiment. Et toi, comment tu fais pour faire rayonner encore cette joie et pour l'entretenir dans ton quotidien? Quand ça fait 4 ans qu'on fait des frites, des burgers, c'est quand même un défi. On essaye ici, vraiment, au restaurant, on essaye de trouver des recettes différentes, des fournisseurs, on essaye des produits différents. Mais franchement, à la maison, j'essaye de trouver, de chercher, d'avoir des livres, beaucoup de livres, beaucoup plus que des romans, des livres de cuisine, et de ne jamais arrêter d'être curieuse. Je pense que c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire, des participations? Ouais. Comment on fait pour le... Il n'y a pas de micro, donc soit... Je vais répéter la question pour que tout le monde l'ait bien entendu. Merci beaucoup. Il y en a deux. La première, c'est quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui se lancent dans le métier? Et la deuxième, c'est comment garder de l'inspiration et comment vous restez un peu à la page sur ce qui se fait dans le milieu. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà de choisir un bon endroit où on peut justement s'exprimer, où on peut donner son avis, donner des idées, où on existe en fait. Il y a des cuisines où les collaborateurs sont considérés, il y en a plein. Donc très important de s'entourer des gens qui savent beaucoup plus que vous pour pouvoir apprendre d'eux, que ce soit dans la cuisine ou dans la vie en général. Entourez-vous des gens qui savent plus de choses que vous. Et ensuite, comment faire pour casser le plafond de verre? Comme moi, vous allez faire des stages dans d'autres restaurants. Moi, pendant 3 mois, je vais un jour par semaine au Maurice avec Amaury faire des stages. Avant, j'étais chez Romain Meder, j'ai appris toute la lactofermentation. Pendant un moment, je suis allée chez Yannick Aleno. Donc, allez faire des stages, allez sur Instagram, écrivez des mails à tous les chefs que vous appréciez. Vous faites 50 mails ou 50 messages privés, évidemment. S'il y a 2 qui vous répondent, allez, go. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait moi. D'autres conseils à des personnes qui se lancent? Ou qu'est-ce que vous diriez, vous, à la Aliki d'il y a 7 ans ou Arnaud, toi, d'il y a quelques années? Déjà, aller à la salle des sports, renfoncer les jambes, parce que c'est dur. Et mon deuxième travail, j'ai trouvé exactement comme Alessandra a dit. J'ai envoyé un message sur l'Instagram et le chef a dit « Ok, viens ». Donc oui, il faut faire ça. Et jamais être sûr de tout savoir. Je pense que c'est ça. Si vous êtes allé à une école de gastronomie, si vous avez travaillé, on ne sait jamais tout. Donc il faut vraiment entendre les gens à côté, lire, essayer, trouver les recettes sur, je sais pas, l'internet, peu importe. Mais vraiment être ouverte à tout. Moi, je pense pour quelqu'un qui se lance, il faut surtout, alors ça c'est plus sur la partie entrepreneuriale, faire attention et bien s'entourer, et s'entourer des bonnes personnes, que ce soit au-delà de la partie restauration ou pâtisserie, ça va être les avocats, ça va être les architectes, d'être bien conseillé et pour ne pas accumuler dès le début trop d'erreurs surtout. Enfin, moi, je sais que j'en ai eu, donc voilà. Quoi, par exemple? La cuisine, qui est le point central,
qui, au quotidien, on le subit plus qu'on en profite. Donc là, au fur et à mesure, on fait d'autres travaux. Voilà. Prendre le temps de bien réfléchir avant de construire ou de démolir. Exactement, exactement. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'inspiration. Et par rapport aussi, je pense, à la routine du métier qui peut être un peu, effectivement, répétitif. C'est un métier artisanal, faut pas l'oublier, manuel. Et au-delà du glam et des paillettes qu'on peut voir dans ces métiers par le biais des émissions de télé, il y a aussi beaucoup de tâches manuelles, un peu redondantes, un peu répétitives, du ménage, des tâches un peu moins sympas, plus ingrates. Comment on gère ça? Et comment on fait pour ne pas s'ennuyer ou pas se sentir aussi enfermé dans son lieu? Il faut déjà être passionné, parce que forcément, si on n'a pas la passion du métier, on va vite se sentir enfermé, se sentir en prison, et vouloir partir en vacances et ne plus être là. Donc, il n'y a pas de mécanisme, moi, je n'ai pas de mécanisme particulier. Je me sens tellement heureuse dans ma cuisine, peu importe la tâche que je fais. Pour moi, combien de fois j'ai gratté je le fais encore, grimper sur le piano pour nettoyer la hotte, nettoyer le sol. Quand il faut, il y a une personne de moins, je remplace, 2 personnes de moins, je remplace. Bon, 3, c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas, la période Covid, parfois, il y a 3 personnes de moins dans la cuisine. Et vous imaginez le bazar que ça peut être dans une équipe de 6, il y a 3 en moins, on est 3 pour faire parfois des 30-40 couverts. Bon, voilà, donc il faut aimer ça. Et moi, il n'y a pas de tâche difficile. Voilà, je vais éplucher, laver, nettoyer, ranger. Pour moi, c'est pareil. Et on peut très bien, pendant qu'on fait la plonge, être en train de penser à un nouveau plat qu'on va mettre à la carte. Ou si on a un service très difficile, très très dur, tu es là, comme ça, tu fais la plonge, tu te calmes aussi, tu vois, avant de passer à la coupure. Moi, il n'y a pas de tâche difficile. Et pour toi, l'inspiration, elle te vient comment? Moi, l'inspiration, la nuit, je me réveille la nuit avec une idée, les couleurs. J'aime beaucoup voir des trucs avec la beauté en toutes sortes m'inspire quelque chose. Je vois quelque chose de très joli, je sais pas, je vais penser. Tu peux nous donner un exemple? Un jour, j'ai vu des robes de mariée d'une fille à Brasilia qui fait des robes. Et c'était très joli, tous les modèles, tous les petits détails. Et j'ai fait une aubergine après. C'est nul, ça n'a rien à voir. On ne va pas extrapoler sur le lien entre les blanc, deux. Et le jus d'haricots, j'ai fait une mousse qui semblait une robe comme ça. C'était un peu daubé, mais c'était joli. Les gens ont beaucoup aimé. C'était très bon, d'accord. Tu nous fais rêver. T'en peux pas. Sinon, la focaccia aussi, j'ai vu des couleurs, j'ai vu 2 trucs qui étaient jaunes, très très beaux, et puis ça m'a donné envie de faire un truc jaune, tout entièrement jaune. Et puis j'ai fait une focaccia à la carotte avec une crème de carotte et de la boutargue, c'était super beau. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de créer en fait, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que tout a été fait déjà, tu vois. Parfois, on croit qu'on a créé quelque chose, mais en fait, quelqu'un a déjà fait quelque part dans le monde. Donc, il faut faire très attention avec la création. Il y a très peu de choses qui ont dit, voilà, ça, c'est moi qui ai fait, il n'y a personne d'autre qui a fait. C'est très rare. Ouais, finalement, comme dans la musique, tu reprends aussi des choses que tu as entendues et tu composes à partir de ça. Bien sûr, bien sûr. Et tous les deux, par rapport à cette partie de création et d'inspiration, d'où ça vous vient? Moi, j'ai un limite burger frites. C'est bien compliqué. Mais de la contrainte naît la création quand même. Donc peut-être que ça peut générer des idées nouvelles dans la limite du burger frites. Ouais, mais en fait, ce que je fais, c'est que je mange tout ce que je peux manger, tout ce que je peux essayer, des restos différents. Je ne sais pas, la dernière fois que je suis allée en Italie, j'ai fait un burger mortadelle mozza parce que c'était l'inspiration. Et c'est vrai que presque tout est fait. Ça, c'est bien vrai. Mais je pense que c'est ça, c'est essayer de chercher des choses et l'adapter à ce qu'on fait. Et essayer de mélanger les choses un peu, des choses comme ça. Mais moi, franchement, je mange, pour tout connaître. Moi, c'est un peu pareil.
on teste beaucoup de restaurants différents, pas forcément pour manger du sucré, mais en fait pour découvrir de nouveaux ingrédients qu'on ne connaît pas forcément. On travaille beaucoup les épices en pâtisserie, on travaille pas mal le za'atar, les herbes de Provence, qu'on travaille en chantilly ou autre. On va aussi travailler des saveurs asiatiques comme le pandan ou le sésame noir ou le yuzu. Enfin, on teste beaucoup de choses. Tu peux nous dire ce que c'est le pandan? Le pandan, c'est une herbe asiatique qui ressemble à une grande feuille, une grande tige, qui a un goût. Non, c'est vraiment une sorte une longue feuille verte. Qui donne un colorant très vert naturel. Voilà, exactement, naturellement, ça donne. C'est assez connu en chiffon cake, un gâteau très mou, très moelleux et très vert, limite fluo. Mais c'est des couleurs naturelles. Je faisais l'extrait de pandan moi-même, et après, effectivement, ça donnait des couleurs très vives. Donc non, je pense qu'on teste beaucoup de restaurants différents, de différents types de cuisine. À un moment donné, j'avais découvert le muscovado dans un restaurant, et derrière, j'ai utilisé en galette, j'ai utilisé en chantilly, j'ai utilisé en différents éléments, j'ai associé la noisette à d'autres choses. Donc c'est vraiment en goûtant. Et après, par rapport à l'ennui d'une manière générale, on a toujours tous les mois, on a au moins deux nouvelles créations qui arrivent tous les mois. Du coup, ça demande à chaque fois pas mal de R&D, pas mal de recherche. Mais il n'y a pas que moi, toute l'équipe peut créer. Et du coup, l'idée, c'est que chacun puisse être sur cette partie créative, parce que, in fine, c'est aussi ce que les gens recherchent. Et une chose qu'on n'a pas dite par rapport à Tartelette, c'est que tu n'utilises pas de sucre raffiné. Oui, d'ailleurs, il vient du Brésil. Voilà le lien. Effectivement, c'est du sucre non raffiné qui nous vient du Brésil et qui a beaucoup plus de goût. Initialement, si. Oui, il me l'a dit. Moi, je le même. Ah oui. Voilà, les dealers de sucre du Brésil. Oui, on a un dealer. Est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires à faire? Soyez pas timide. Michel. Ah, super. Soit tu peux venir ici et je te prête mon micro, soit tu peux parler fort depuis ta place. On le gère pas. Non, c'est pas vrai. En peur. Concrètement, alors moi je vais vous donner un exemple. C'est très horrible, hein, mais je vais quand même vous raconter. Vous dites à personne, hein, ça reste ici dans cette salle. Il y a très longtemps, peut-être 8 ou 9 ans, j'ai eu un premier épisode de stress très difficile dans ma cuisine. J'ai un nouveau gars qui est arrivé, qui aujourd'hui est un grand ami, qui a monté son restaurant à Bordeaux, que j'adore. Voilà. Donc cet épisode nous a aidés tous les deux, hein. Peut-être plus moi que lui, mais bon. Et il a fait une bêtise pendant le service et il était très mal. Il était très très mal et d'abord j'ai commencé par m'énerver et j'ai vu à quel point il était incapable de continuer le service. Donc j'ai dû tout de suite me rendre compte à quel point ma réaction allait influencer sur son stress, sa façon, comment il allait dormir après la nuit, comment il allait sentir pendant des heures. Donc du coup j'ai pris sur moi et j'ai vu à quel point moi je pouvais rendre en fait sa vie plus facile, faire en sorte que le service se passe bien, que les clients soient contents, que personne soit impacté en fait, juste parce que moi je pouvais gérer mon stress. Donc je l'ai pris dans les bras, j'ai dit écoute, c'est pas grave du tout, on va refaire, tout va bien, regarde, on a le temps. Il était super dégoûté et puis en fait j'ai réussi à le calmer, mais vraiment parfois j'ai dû le prendre par le bras, arrête maintenant, reviens, j'ai besoin de toi, regarde, on est que tous les trois là, moi, toi et la pâtissière, j'ai besoin de toi. Et au final, j'ai compris que pendant le service, entre midi et 14h, le monde peut s'écrouler. Il peut se passer n'importe quoi. Le chef ne doit pas crier. Ce n'est pas possible de crier, d'insulter, de dire que c'est de la merde. Ça, c'est pas possible. Ça devait être interdit, ça. Donc moi, je ne le fais pas parce que déjà, on a le temps de se calmer pendant tout le service. Tu es là, tu rumines, mais tu dis rien. Après, tu oublies parce qu'il se passe plein de choses super bien. La personne aurait fait un truc vachement bien derrière. Et puis, on oublie qu'il a fait faire un truc qui n'est pas bien. Et puis après, on peut s'asseoir à la fin du service, boire un café. Écoute, tout à l'heure, quand même, regarde, on va faire ça différemment maintenant. Je te propose ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis c'est bon, c'est fini. Donc c'est un truc vraiment, quand on est chef, qu'on a une responsabilité hiérarchique sur quelqu'un, il faut éviter pendant le moment
de crier ou de déstabiliser la personne, en fait. Parce qu'il y a plein de chefs qui déstabilisent leurs salariés. Et en fait, tout le monde perd. Et surtout son entreprise à lui, qui va perdre. Donc, il faut juste être un petit peu malin. Bon, peut-être que j'ai craqué une fois ou deux, comme ce jour-là avec Roman. Et tout de suite, je me suis rendu compte. Et on a une très belle relation de travail pendant très longtemps. Il a ouvert son propre restaurant. Et puis, tout va bien, mais ça m'a appris quand même quelque chose. Hein. Et puis parler, finalement, j'ai l'impression aussi que dans les restaurants, contrairement à d'autres entreprises qui essaient de mettre en place qui parfois ont trop de moments de réunion et tout ça, dans la cuisine, ça n'arrive quand même assez rare en fait de se poser tous autour d'une table et de se dire ok, on prend 5 minutes, on fait un brief, on fait un débrief après. On le fait. Mais c'est rare, tu le fais, mais je ne sais pas si tous les jours un brief, c'est écrit sur le groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui note et qui envoie le brief à tout le monde pour que ça soit écrit. Et un brief constructif, hein. C'est pas la peine de dire toi tout à l'heure tu m'as donné le coin d'assiette qui était chaud. Non, on peut pas. Voilà, j'aimerais bien que la prochaine fois, sur la salamandre, tu m'expliques que l'assiette est chaude parce que je suis en salle et je n'ai pas l'habitude. C'est constructif. On va dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à ne pas me brûler parce que ça va être désagréable, j'essaie de faire tomber l'assiette. S'il te plaît, aide-moi. Plutôt que de toi, tu m'as fait ça. Donc, c'est interdit de faire des reproches et de pointer du doigt l'erreur, mais demander de l'aide et expliquer à l'autre, voilà, tout à l'heure, il s'est passé ça. Regarde, je me suis brûlée. Est-ce qu'on peut, la prochaine fois, me prévenir quand l'assiette passe qu'un coin qu'il vaut mieux pas toucher. C'est hyper facile de faire ça. Et on est une petite équipe, il faut vraiment garder un esprit de bienveillance et prendre soin les uns des autres. Et le brief, ça nous a quand même changé la vie depuis. On fait pareil. Tous les soirs, il y a un débrief de la journée, des choses à faire le lendemain. Donc c'est un brief pour l'équipe qui suit. Et beaucoup de communication au sein de l'équipe pour déminer les moindres frustrations qu'il peut y avoir ou autres. C'est hyper important parce qu'effectivement derrière, pour des petites bêtises, ça peut prendre une ampleur démesurée. Est-ce que tu penses que c'est le fait aussi que tu sois du milieu de l'entreprise ou que tu sois pas, que tu sois reconverti qui aide aussi à mettre en place ce genre de choses dans le milieu de la restauration ? Je pense aussi, parce que j'ai pu avoir une formation de manager avant. Je réagis jamais à chaud, parce que je sais que réagir à chaud, ce que tu disais tout à l'heure, c'est jamais bon. On s'énerve. Ah oui. Et du coup, effectivement, je préfère que ça redescende. On en discute à froid après, et après on essaye de construire, de ne plus reproduire l'erreur. Mais réagir à chaud, effectivement, généralement, c'est jamais bon. Aliki, t'as J'ai jamais quelque chose vécu contre ça. T'as jamais vécu ça ? Non, c'était toujours mis en place jusqu'aux dernières minutes de. Tu veux dire t'as jamais vécu de brief ou de moment de briefing Non, jamais. Et je pense que ça doit être très intéressant. Mais je pense, mon avis, c'est que si toi, tu montres que tu es stressé et qu'il y a quelque chose qui passe, c'est comme un virus. L'équipe, elle va avec toi où tu vas. Si tu es confiante, même s'il y a des problèmes, parce qu'on a des problèmes tout le temps, mais il faut montrer que tu es là pour eux aussi. On est une équipe, on est ensemble, on va arriver. Et si moi je suis stressée, je ne sais pas quoi faire et tout ça, ça va contaminer tout le monde et le service ne va pas marcher. C'est exactement ça. J'ai découvert un truc, c'est une phrase hyper simple. C'est quelqu'un qui fait une grosse bêtise. Genre, l'autre jour, il y a un qui a fait tomber une poêle parce qu'il faisait n'importe quoi, il sautillait un peu, il a tapé avec la poêle, elle est tombée dans la friteuse et l'huile a sauté. Ça n'a pas brûlé quelqu'un, mais ça aurait pu. Mais ça n'a pas brûlé. Moi, je suis là, alors soit j'ai putain, mais t'es un con. Non, ça va chérie, tout va bien. Est-ce que tout le monde va bien ? Tout le monde va bien ? Ok, on recommence, d'accord ? On répare. On voit après, on nettoie et on répare. Tout le monde est rassuré, personne n'est brûlé. Personne n'a mal. Pourquoi crier et secouer ce pauvre petit apprenti, même s'il méritait un peu. Donc après le service, on prend l'apprenti, regarde ce que tu as fait, Mathias. Hein. En plus, tu donnes son nom. Mais c'est notre bébé, c'est pas grave. On a l'opportunité d'une dernière question ou d'un complément, si vous avez quelque chose à dire pour terminer.
Ouais. Je voudrais savoir, parce que c'est vrai que le métier de la restauration, c'est très difficile et tout. Comment on peut arriver à gérer au mieux l'équilibre vie pro, vie perso? Surtout que vous travaillez quand vos copains sont sortis, la famille, les horaires en coupure, tout ça. Est-ce que c'est ça qui décourage un peu les gens d'aller dans la restauration? Mais comment vous arrivez à gérer l'équilibre vie pro, vie perso, horaire, tout ça? Alors, Michel, est-ce que tu pourras répondre à ça? J'allais dire la même chose. Gabi, C'est les Alors, conjoints qui vont répondre à cette question pour voir si c'est... Comment vous dire? Il faut avoir une famille très patiente. Voilà. Et quand on est là, alors moi j'ai cette capacité, c'est que quand je suis au travail, je suis 100% au travail. Quand je suis à la maison, je suis 100% à la maison. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, on est très complices, mais c'est vrai que je travaille beaucoup et que ça ne doit pas être évident pour l'entourage. Voilà. Il y a peut-être dans tes choix, si je peux me permettre de compléter, des choix d'ouverture, de jours d'ouverture qui font beaucoup. Parce que toi, Oui. notamment, tes 3 restaurants sont fermés le week-end. Oui, je n'ouvre pas le week-end. Sur Dana et Tempero, je n'ouvre pas le soir, sauf le vendredi soir sur Tempero. Et Nosso, je n'ouvre que mercredi, jeudi, vendredi soir et tous les midis. Ils ne parlent pas du tout le week-end. Donc déjà, ça me laisse 2 jours entièrement off où on peut se balader, faire des petites courses, faire la grasse mat, tout simplement, où il peut me dire que voilà, il a mangé des chips hier soir alors que ma femme a cuisiné. Donc on va se rattraper, t'inquiète. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire des choix en pensant aussi à la famille. Parce que même si on aime beaucoup son métier, si après on est tout seul tout le temps et qu'on ne voit que des autres cuisiniers qui eux non plus n'ont pas de femme, pas d'enfants, pas de famille, bon à un moment donné on va s'ennuyer aussi quoi. Donc il faut vraiment faire attention de garder sa vie de famille et préserver ce qui est le plus important. Les gens qu'on aime, nos enfants, nos maris, nos femmes. Très attention à ça, ne pas oublier ce détail. Ultra important. Effectivement, je pense que c'est des choix à faire dans l'ouverture que l'on souhaite faire. Alors moi, je suis ouvert le week-end pour le coup, mais on ferme à 18h en semaine. Enfin, c'est des horaires de salon de thé, pâtisserie. Voilà, on a toutes nos soirées. Voilà, après, c'est un choix qui est réalisé en amont. Faut pouvoir concilier les deux et s'imaginer et se projeter avec, effectivement. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand on est patron, c'est plus simple de choisir nos horaires. Parce que moi, je travaillais, je sais pas, 12-13 heures par jour pendant les premières 3-4 années. Donc, franchement, il n'y a pas de secret. Il faut avoir quelqu'un... De patient. Ouais, vraiment patient. Et ce que j'avais dit avant, de ne pas montrer à l'équipe que je suis stressée. Mais à la maison, quand j'arrivais, le stress, il était là. Donc ça aussi, c'est une question à bien gérer et ça prend du temps à apprendre. Merci, du coup. Et il n'y a pas de secret, malheureusement. Quelqu'un choisissez un compagnon ou une compagne qui a une vie remplie, qui a un travail qu'il aime, qui le motive et qui n'est pas là en train de tourner les pouces et attendre qu'ils vont rentrer, quoi. Là, c'est déjà très important. Vous voyez, notre famille est là, hein, tout le monde. Donc, ils sont là pour nous. Bah oui, parce que c'est le week-end et que c'était le moment où ils avaient envie de vous voir. Et en fait, vous êtes là. Donc, merci, Ground Control, pour ça. Non, en vrai, merci, Ground Control, pour l'invitation. Et puis, pour cette discussion très riche. Merci à tous les 3. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Et pareil pour vous, merci pour votre contribution. On se retrouve à 15h30 pour une table ronde autour de la solidarité. Cuisiner au service de la solidarité. Donc je vous attends de pied ferme. Merci beaucoup. Merci.